Voilà, voilà. Est-ce qu'il marche? Ah, voilà, c'est bon. Ah, c'est magique, c'est magique. Waouh! Donc, il va falloir animer avec ces quatre géants là qui nous ont présenté de très belles choses. Et puis, on a pas mal de questions qui viennent de la salle. Et puis aussi dans le Slido, j'ai mis, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot sur vos pensées, sur votre expérience, etc. C'est toujours intéressant. Et puis, c'est pour faire un petit nuage de mots à la fin. Avant tout, moi, je vais commencer juste par quelque chose qui me plaît toujours assez bien. C'est la notion que les anglophones appellent walk the talk. Ça veut dire, faites pas seulement ce que je dis, mais aussi ce que je fais, ou disons bien, faisons nous-mêmes ce qu'on dit aux autres de faire. Donc, je laisse tomber les maximalistes. Comme ça, voilà. Parce qu'il a mal aux pieds depuis le début de la soirée. Hein. Non, Je ne tombe pas la cravate, mais je tombe les chaussures. Donc, voilà. Alors, on va reprendre juste un petit peu les questions. Pour ça, il faut que je switch là-dessus. Ça pourrait marcher. Alors, on a pas mal de questions et je vais commencer tout de suite pour Anonymous, qui n'a pas son masque, mais qui se cache. Si un coureur court à 150 pas par minute, il sera difficile de le faire passer d'un coup à 180. Quelle progression conseillez-vous? C'est toujours toi en premier. Chers ils amis. sont là pour toi. Après, nous, on corrige. Donc, vous avez compris, c'est moi qui réponds en premier, mais eux, ils corrigent. OK? D'abord, ce n'est pas difficile chez tout le monde. Mais effectivement, il y a des responders puis des non-responders. Et en clinique, moi, je les teste. Je leur mets un métronome, ils sont sur le tapis et je regarde dans quelle mesure ils arrivent à intégrer une cadence plus élevée. Et il y en a qui n'arrivent pas à intégrer le 180, et principalement s'ils essayent de le faire avec des chaussures lourdes. Parce que le poids de la chaussure a une influence importante sur la cadence. C'est le critère numéro 1 qui influence de la chaussure, qui va influencer la cadence du pas de course. Donc, 2-3 trucs. Est-ce que le patient répond ou ne répond pas? Est-ce qu'il arrive à l'intégrer? Il y en a, ils n'arrivent pas du tout, ils n'ont pas de rythme, donc peu importe, ça ne marchera pas. La deuxième chose, est-ce qu'on peut alléger la chaussure pour faciliter l'intégration d'une cadence plus élevée? Et troisièmement, pourquoi pas passer par du 160 et du 170 avant d'aller à du 180 si jamais ils arrivent à intégrer du 160 ou du 170. Donc, il arrive avec certains patients que je passe par des cadences inférieures pour réussir à augmenter leur cadence. Présentement, des études, il y en a quelques dizaines sur la cadence. Il y en a quand même beaucoup. Et la majorité des études, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas 180 versus rien, c'est plus 10 plus 7,5 plus 15 Et à partir de ça, ça fait en sorte qu'il faut rester… le 180, moi, ça facilite ma vie comme clinicien, mais dans la recherche, en fin de compte, d'augmenter la cadence, même si tu ne te rends pas à 180, ça a déjà des effets importants. J'essaie d'être plus bref la prochaine fois, je vous jure. François? En pratique clinique, nous, ce qu'on fait beaucoup avec Guillaume, c'est qu'on essaye d'augmenter la cadence du moins possible qui nous amène au pattern de course ou au résultat clinique qu'on voulait avoir. C'est-à-dire qu'on augmente de 5%. Si le patient va mieux avec cette nouvelle cadence, eh bien, on se contente du 5%. C'est-à-dire qu'on ne met pas le 180 comme un objectif. On considère cette augmentation comme un moyen pour passer une phase difficile. Donc, ça serait peut-être un peu le plus petit dénominateur commun de manière à passer une phase difficile. Voilà, c'est peut-être ma petite… Et du coup, comment est-ce qu'on suit un petit peu ça? Parce que finalement, la réalité dans nos pratiques, c'est que le ou la coureuse est là, on fait quelques séances, on va regarder un petit peu la cadence sur une ou deux séances, on va dire va, cours. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on sait un petit peu dans la réalité finalement? Qu'est-ce qu'ils deviennent après avec ces adaptations qu'on leur conseille à un moment donné? Dans l'ensemble de toutes les interventions qu'on peut faire au niveau de la biomécanique, il faut quand même savoir que la cadence est probablement la plus sécuritaire de tous. C'est-à-dire que quand on augmente la cadence, c'est beaucoup, beaucoup plus sécuritaire que de dire à quelqu'un, par exemple, d'attaquer sur l'avant-pied ou d'avoir des chaussures plus minimalistes. On est vraiment dans quelque chose qui s'intègre relativement bien pour une bonne portion de patients, qui est relativement sécuritaire, pour lequel on peut augmenter le temps passé à des cadences plus élevées. Moi, souvent, je vais faire des plus 2 minutes par entraînement à des cadences plus élevées. Et puis après, comme c'est sécuritaire, on n'a pas nécessairement d'optimal, mais comme on sait que la chaussure tire toujours vers le bas, que les athlètes même de haut niveau, un plus
5 de cadence, donc un plus 3%, les rend plus efficaces, souvent, je ne me gêne pas de faire ça. Et pour répondre à ta question, c'est une très bonne question parce que souvent, on ne veut pas beaucoup de suivi avec les coureurs. Par contre, l'intellectualisation du patron de course a tendance à revenir au naturel rapidement, surtout si on ne change pas les chaussures. Mais sur l'augmentation de la cadence, on voit quand même des gens qui intègrent des cadences assez facilement et qui les conservent par la suite. Bah, pas moi. Non? Chaque fois que j'ai essayé, ça Tu veux demande dire un avec tes effort. patients ou toi? Non, pour moi, d'augmenter la cadence, et comme beaucoup d'autres nous le disent aussi, d'augmenter la cadence. Puis on est un peu essoufflé, c'est un petit peu difficile. Et puis après, finalement, peut-être on l'a fait transitoirement pour gérer une gêne, une douleur. Parce que quand on l'a conseillé, c'est parce que les gens sont venus parce qu'ils ont un problème. Ce problème part, soit il part naturellement, soit il part par la magie de ce que nous avons proposé. Restons humbles. La plupart du temps, les problèmes partent quand même un petit peu d'eux-mêmes parce que le corps s'adapte, je pense. Est-ce qu'il faut essayer à tout prix de maintenir ces adaptations? Est-ce qu'il faut laisser la nature revenir, éventuellement à un naturel? Mais c'est un peu la question qu'on disait tout à l'heure au niveau biomécanique. Le changement biomécanique qu'on induit chez le patient est souvent d'abord et avant tout pour réduire le niveau de stress sur un tissu en souffrance. Et ce qu'on constate en fin de compte, c'est qu'on n'a pas de données sur qu'arrive-t-il si on change des techniques de course avec, on va prendre, tu sais, il y a une étude entre autres prospective. Ils ont mis la cadence à 180, ils avaient des chaussures semi-minimalistes, ils ont demandé aux patients de faire moins de bruit et ça n'a rien changé sur l'incidence des blessures futures versus groupe contrôle. Donc, on n'a pas assez de données pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, même si on veut bien faire. Et voilà. Après, il y a des personnes qui se sont blessées ponctuellement où on ne se soucie pas de la suite, parce que même s'ils reviennent à leur cadence plus lente, ce n'est pas tellement grave. Il y en a qui se blessent de façon chronique, qui ont toujours des problématiques, qu'on classifie dans les biologies fragiles et dans les problèmes, ceux qui sont tout le temps blessés. Il y en a qui se reconnaissent ici. Ces personnes-là, souvent, c'est des types A avec des profils psychologiques où ils en veulent leur tête. Leur corps, finalement, ne suit pas leur tête. Ils ont des objectifs, ils ont des choses qu'ils veulent faire. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on contrôle en premier. Peut-être c'est ça ton problème, Boris. Le contrôle? Le type A. Absolument. Type A, Ne me cherche pas. D'accord. Est-ce que j'ai entendu à un moment donné dans ta réponse la notion de faudrait peut-être faire des intervalles en cadence? Tout comme on fait des intervalles de course à vitesse, on va courir plus vite, qui est aussi des intervalles de cadence, souvent d'ailleurs. Alors, je ne sais pas comment vous intégrez la nouvelle cadence, mais moi, quand je passe quelqu'un qui est récréatif, admettons à 160 et je l'amène à 180, je ne lui demande pas de faire tout l'entraînement à 180 avec le beat dans les oreilles. Et ce changement-là sur une sortie de 30 minutes pourrait être probablement trop exigeant, trop difficile. Donc, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais dire à chaque entraînement, tu te préoccupes de 2 minutes de plus par entraînement à cette cadence-là. Donc, le premier entraînement, il va faire 2 minutes, le deuxième va faire 4, puis 5, puis 6, ou 6, puis 8, puis 10. Et finalement, il va réaliser à un moment donné qu'il a intégré la cadence en s'y adaptant graduellement. Progressivité tout le temps. Guillaume. Oui. Tu parlais de l'expérience clinique. Nous, on aime bien aussi travailler en contraste. Si dans l'utilisation qu'on en a parfois, c'est d'utiliser la cadence comme un outil pour modifier un pattern de course, et ça répond un peu aussi à la question de Boris sur le fait que ça puisse durer dans le temps. L'idée, c'est d'utiliser la cadence pour modifier le pattern, et le fait de faire du contraste permet aussi aux patients de passer d'un pattern à l'autre et donc de sentir aussi la modification du pattern. Et une fois que cette modification-là, elle est ressentie, elle est comprise par ce contraste, ils peuvent à ce moment-là utiliser non plus la cadence comme un objectif, mais plutôt sur les sensations comme un objectif. La cadence, c'est qu'un outil pour atteindre ces sensations. Et une fois que tu as compris ce à quoi tu dois aller, vers quoi tu dois aller, c'est des fois plus facile de le garder plus longtemps. Et la cadence ne devient plus un objectif, et donc on n'est plus fixé sur la montre. Et si quelque part on atteint le même objectif mécanique en étant à 170 au lieu de 175, c'est plus trop un souci de la cadence, quoi. Le but, c'est surtout d'avoir changé et modifié ce qu'on souhaitait modifier au départ. Merci. Anonymous revient à la charge. Dans la progressivité de remise en charge, les notions de vitesse de course à pied sont-elles un paramètre? Essentiel, le plus important avant le volume.
Point. Alors, qui parmi vous veut expliquer peut-être un petit peu plus loin sur ce côté essentiel? Je partage la réponse. C'est intéressant. Alors, sous ton contrôle, mais on dit souvent que dans toutes les pathologies tendineuses notamment, les tendons n'aiment pas l'intensité, ils aiment bien le volume. Donc on va évidemment commencer les progressions en courant à allure lente et en augmentant le volume. Et puis, une fois qu'un certain volume sera atteint, eh bien, on commencera à augmenter les intensités très, très progressivement. Il y a quelques autres pathologies où on est un petit peu, pas à l'opposé, mais on peut transiger un petit peu avec cette règle, notamment dans ce qui est osseux, cartilagineux. On peut oser avoir un petit peu plus d'intensité au départ. Il va falloir faire très attention au volume. Donc, c'est un petit peu, dis-moi quelle pathologie est touchée, et je te dirai un peu de quelle manière tu vas faire ton programme de reprise. Mais globalement, quand même, on augmentera plutôt le volume à faible intensité que l'inverse. Ceux qui ont déjà lu le livre de la clinique du coureur, il y a une fameuse pyramide sur les stresseurs tissulaires. On a les pathologies de charge, donc ce qu'on vient d'expliquer. On a les pathologies de répétition. Le classique, c'est la bandelette iliotibiale. La bandelette iliotibiale apparaît parce que vous avez fait une longue sortie, vous avez augmenté votre volume, ça n'a rien à voir avec l'intensité. Les bandelettes iliotibiales, on peut leur faire autant d'intensité qu'on veut. Normalement, ils ont pas mal. Mais le volume est problématique. La répétition de la gestuelle est problématique. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup des pathologies dans ce cadran-là, comparé aux pathologies de charge, qui, elles, répondent beaucoup mieux à de la répétition fréquente à basse intensité. Quelqu'un qui ne veut pas se blesser devra prioritairement bien quantifier le stress mécanique de l'intensité. Peut-être une chose, nous, on a déjà eu aussi cette problématique en clinique des gens qui vont trop baisser par contre la vitesse. L'augmentation de vitesse, on vient de le dire, est un facteur de contrainte. Mais quelqu'un qui court à 10 km/h, ce n'est pas non plus la peine qu'il court à 7. Parce qu'à 7, parfois, c'est pas parfois, si on court à 7 au lieu de 10, on augmente le temps de contact au sol, on augmente le temps sous contrainte. Et donc, il y a des pathologies qui répondent mal à cette augmentation de temps sous contrainte. Parce qu'en fait, on expose plus sa structure à un temps de contrainte plus long. Donc il faut faire attention aussi. Ce n'est pas une vraie solution que de baisser de trop. Mais par contre, effectivement, la notion de vitesse, on vient de l'expliquer très bien. Moi, je me suis déjà fait avoir avec des patients qui préfèrent se dire « je vais courir à 7, je risque rien ». En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, quoi. Ok, je suis assez hésitant où aller parce que Blaise m'a tendu un petit peu une perche là, sur un sujet un peu épineux. C'est pas son genre pourtant. Je ne parle pas de l'épine calcanéenne, mais de la bandelette iliotibiale. Cette fameuse bandelette iliotibiale. Tu disais à l'instant, donc, elle tolère très bien l'intensité. Quelqu'un qui a un problème de bandelette iliotibiale, qui ici a déjà eu un problème de bandelette iliotibiale? Syndrome de la deuxième l'essuie-glace. pathologie la plus fréquente chez le marathonien. Runner's knee, ok. Marathonien ou pas? Coureur. Ouais. Oui, mais le demi-fondeur a presque jamais de bandelette. L'ultra-trailer, le marathonien, mais les coureurs de plus courts, c'est quand même plus rare. Ok. C'est quoi le syndrome de la bandelette iliotibiale, Blaise? Ça, c'est une vraie question piège. C'est pour ça que je suis là. OK. Alors, tu veux la définition de Noble en 1976, qui a décrit pour la première fois le syndrome de Noble, qui a écrit un petit papier sur le sujet, et qui mentionnait, et en France on parle du syndrome de l'essuie-glace, qui est une friction répétitive de la bandelette sur l'épicondyle fémoral latéral. Ça, c'est l'ancienne version, c'est l'histoire dans les livres, c'est ce que je raconte à ma fille quand je veux la coucher le soir. La vraie vie, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un syndrome où on est plus dans des forces compressives, il y a peu de force de friction, il y a une petite bourse en dessous qui est entre l'épicondyle fémoral latéral et la bandelette, parfois un coussinet graisseux, parfois un repli synovial. Et finalement, on a une sensibilisation latérale du genou qui y apparaît. Et le syndrome de la bandelette iliotibiale est la pathologie chez mes coureurs qui se chronicise le plus. Elle sensibilise D'abord, c'est une pathologie de sensibilisation. Tu marches, tu cours, tu n'as aucune douleur. Entre chacune de tes sessions, tu n'as aucune douleur. Il faut une répétition de gestuelle pour décoller ces symptômes. Et quand je dis se sensibilise, c'est qu'il y en a qui vont développer après quelques semaines une neuropathie périphérique un peu particulière, une sensibilisation du système nerveux, mais avec plus aucun signe inflammatoire et autres. Alors, j'ai envoyé régulièrement des patients qui ont un syndrome de la bandelette iliotibiale qui devient un peu chronique chez le neurologue parce que je disais, oui, il y a une neuropathie un petit peu, je pense qu'il y a une sensibilisation périphérique, etc.
Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je le voie, moi? Ça n'existe pas, cette histoire-là. Il n'y a pas de nerf de la bandelette iliotibiale, il n'y a pas de neuropathie périphérique de la bandelette iliotibiale. Qu'est-ce que je fais après? Alors, tu lui donnes du Lyrica, tu lui donnes des antidépresseurs tricyclés à faible dose. Au neurologue? Non. En fait, je ne sais pas chez vous qu'est-ce que font vos neurologues, mais chez nous, ils ne savent même pas c'est quoi une bandelette iliotibiale. Et ils ne savent pas non plus, les neurologues, c'est quoi une sensibilisation du système nerveux quand une pathologie musculo-squelettique qui tout d'un coup se sensibilise, pour lequel un noble n'est pas toujours positif, mais un palpé roulé de la peau l'est, et que tu as une zone de douleur référée qui va commencer à voyager, à monter, et qui apparaît et qui répond extrêmement bien à ce genre de médication-là. Doit-on infiltrer, doit-on piquer Ah, pour ces problématiques-là? Parce que quand même, ça fait 4 mois qu'on me dit ouais, mais c'est bon, tu peux y aller, tu peux courir en montée, tu peux faire de l'intensité, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mal tout le temps. Et c'est un petit peu compliqué quand même. Est-ce qu'il faut piquer? est-ce que tu les piques, toi? Parce que moi, je te les envoie. Hein? Moi, en fait, compte, le syndrome Je de la ne les bandelette, pique pas. tu les piques pas? Non. Parce que le syndrome de la bandelette, comme elle se sensibilise, comme c'est une cochonnerie, comme on est limité au niveau de l'entraînement chez les athlètes de bon niveau, c'est une pathologie pour laquelle je suis très agressif sur la prise d'anti-inflammatoires. Et c'est une des seules pathologies. Parce que tu sais, Boris, qu'on en donne de moins en moins. Même toi qui es docteur, tu dois en donner moins quand même. Peace. OK. Et la bandelette est vraiment une pathologie, en fin de compte, où je vais recommander beaucoup plus vite la prise d'anti-inflammatoire. Et effectivement, je l'envoie au médecin du sport pour des infiltrations, approche postérieure, en étoile, sous la bandelette. Ouais, ça ne marche pas toujours, mais t'en fais pas? Tu as revu la littérature sur le sujet, sur l'efficacité des infiltrations? Non, De- c'est bon, tu n'as pas besoin de répondre. De la bandelette? Ouais. Et il faudra que tu m'envoies ça, je ne connais pas. Ah ouais, moi non plus. Voilà. Guillaume, Non, peut-être un cas pratique pour sortir de la médication, parce que nous on est physio, donc on ne donne pas de médicaments, on n'infiltre pas nous, en Suisse. Mais pour aller peut-être dans le côté rééducatif, je ne sais pas toi, comment toi tu t'organises sur le retour. On a parlé de la vitesse, Ouais. c'est un facteur intéressant. J'avais juste une anecdote peut-être à partager avec le public, parce que sur un stage de sportif de haut niveau, on avait une de nos traileuses, parce que c'est une pathologie qui arrive beaucoup en trail et qui est beaucoup développée par la descente notamment, et qui courait plus depuis plusieurs mois, qui était en négociation avec son chirurgien pour se faire opérer, donc elle a refusé, elle n'avait pas eu d'intervention. Et sur ce stage-là, puisqu'on était en groupe, la solution qu'on a trouvée pour la faire reprendre la course à pied, parce qu'elle avait mal même sur le plat, c'est de la faire courir qu'en montée. Donc tous les soirs, avec le coach, on se mettait d'accord sur la quantité de charge qu'on allait lui donner. Elle courait en montée, le coach montait en voiture, et puis il la redescendait. Puis tous les jours, elle montait un peu plus haut, puis il montait un peu plus haut en voiture, et puis il répétait des allers-retours comme ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à la remettre en course. Et puis au final, que de la montée, on a réussi à mettre un peu de plat. Puis petit à petit, elle a réussi à récupérer, justement par rapport à cette activité que tu disais, venir stimuler la bandelette, mais de façon non nociceptive, quoi. Oui, effectivement, ça marche. et je confirme, hein, j'ai aussi eu une fois un patient qui avait depuis 5 ans des problèmes de bandelette iliotibiale, et puis que je dis mais il faut que tu cours que en montée. C'est Que en ça. montée. Mais il faut un coach. Hein, tu prends la cabine pour redescendre et tu cours que en montée. Il a fait ça lève cabine, ça lève cabine, ça lève cabine. Après, il est tombé en panne. Ça a hyper bien marché. Et j'étais sûr que j'avais découvert le truc, mais complètement magique, parce qu'en fait, on ne le trouve même pas dans la littérature. Ouais. Ça se discute un peu comme ça, mais on ne Ouais. le trouve pas. Et c'est typiquement ces choses qui se discutent entre les gens qui traitent régulièrement ce genre de trucs. Et puis du coup, je l'ai recommandé à pas mal d'autres, hein, mais ça n'a pas marché. Avec Tu as des patients difficiles, je trouve, quand même. Hein? Non, je reste humble. Surtout pour la bandelette iliotibiale. Ah, ça, on est tous obligés. Hein? Ouais. Ouais. C'est pour ça que je leur donne des anti-inflammatoires. Mais peut-être ça nous rappelle que la course à pied crée des problématiques, hein, crée un petit peu des irritations, des douleurs, etc. Et puis que parfois, on a un peu de la peine à s'en sortir. Hein. Et quand on voit des gens qui luttent avec ce type de douleur pendant plusieurs années et qu'on a essayé plein de choses et qu'on a plein de bonnes idées, etc., et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, moi je me dis, mais est-ce que finalement Noble, c'est n'importe quoi ce qu'il racontait? Est-ce que cette pathologie-là, on n'est pas à côté de la plaque un petit peu sur ce qui se passe? Ou est-ce qu'on n'a pas tendance à mettre la même étiquette, syndrome de la bandelette iliotibiale, à une constellation de choses qui ont peut-être des causes différentes ou une proportion de causes multiples différentes? Ça vous parle? Vas-y. Ben, pour moi, il y a 26 diagnostics différentiels à la face latérale du genou.
Donc, il faut que tu aies fait un test de Garrick pour écarter la tendinopathie du poplité. Il faut que tu aies fait tes résistés pour les autres structures, ton rétinaculum, ton ménisque, ton ligament, tout ce qui est structurel, articulaire, tibiofémoral, tibiofibulaire, etc., etc. Le diagnostic de la bandelette iliotibiale, c'est un diagnostic d'abord d'exclusion. Tes amplitudes doivent être complets, excusez. Tes résistés doivent être négatifs. Tous tes autres tests spécifiques doivent être négatifs. Et après ça, tu as un noble positif, un noble qui se sensibilise par la répétition. Et là, bingo, tu as le syndrome de la bandelette. Et je vous l'ai dit, dans les cas persistants chroniques, il y a une sensibilisation du système nerveux qui est classique, qui est fréquente. Et donc, on ne peut pas adresser un syndrome de bandelette chronique de la même manière qu'on adresse celui qui est aigu. Je vais répondre le début d'un débat sur les tests spécifiques et sur les gens qui ont donné leur nom à des tests spécifiques. Vous savez que dans nos pratiques thérapeutiques et diagnostiques, on identifie un certain nombre de tests où on doit faire le truc comme ci et comme ça parce que tel et tel monsieur avec un nom compliqué l'a décrit comme ça il y a 118 ans. Et on se rend compte que finalement, on ne sait pas trop si c'est encore utile, vraiment tout ça. Donc, mais on ne va pas faire ce débat ce soir, je pense. Ouais, non, mais il serait intéressant par contre. Ouais, on va le faire pour une autre fois. Ouais. Tiens, qu'est-ce que on pourrait prendre ici? Quel type d'exercice conseillez-vous pour renforcer les genoux? Tiens, ça c'est parce qu'on a parlé un peu des genoux. Nico, toi qui t'occupes des genoux qui sont faibles, comment est-ce que tu renforcerais les genoux pour les rendre plus forts? Moi, j'ai la chance, j'ai pu préparer la réponse parce que la question est là depuis un moment. Toi et moi, Boris, quand on voit des patients en test qui viennent faire des tests chez nous, puis qu'on regarde s'ils sont forts, leurs genoux, alors je prends la... Voilà. La question. Ce qu'on voit souvent sur une évaluation de force musculaire, quand on a des déficits, on va commencer par interroger les patients et puis c'est là où c'est pas vraiment un type d'exercice, c'est pas un exercice qui est magique et qui permet de renforcer les patients au niveau du genou, c'est plutôt comment on va faire l'exercice. Et c'est souvent là-dessus, on a parlé d'éducation aujourd'hui beaucoup, c'est souvent là-dessus qu'on va permettre aux gens de se renforcer. On a souvent des patients qui disent moi je fais tel exercice, tel exercice, tel exercice. C'est toujours bien en fait. Il y a plein d'exercices qui existent et puis tout permet de renforcer les muscles autour du genou. Après, quand on leur demande comment ils font, ils disent j'arrive à faire des séries et tout ça. Et t'en fais combien? Moi celui-là j'arrive à en faire 15. 15, c'est pas du renforcement ça. Donc l'idée, comment on renforce les muscles du genou, c'est faut renvoyer du lourd. Donc ce qu'on commence par leur expliquer avec Boris, c'est ton exercice, tu le gardes, il va falloir mettre de la charge. Donc la charge, c'est tu vas aller progressivement chercher des séries où tu n'arriveras pas à aller plus loin. Si tu m'en fais 10, je suis content. Si tu n'arrives pas à en faire 11. Et puis dans une certaine phase. Et puis après, plus on va aller loin, et plus la série elle va diminuer. C'est-à-dire qu'à la fin, si tu veux vraiment renforcer, puisque c'est le mot qui est dans la question, renforcer, il faut que tu en fasses 3. Parce qu'au-delà, tu exploses, tu n'arrives pas à faire plus. Donc ce n'est pas un type d'exercice, parce qu'on peut faire... mais c'est un type d'exercice dans la mesure où il faudra pouvoir utiliser de la charge. Donc c'est des machines, c'est de l'haltéro, c'est... mettez quelqu'un sur votre dos, et puis vous lui demandez de prendre du poids progressivement. Voilà, c'est ça. Et puis le moyen aussi de sortir un petit peu de la question aussi, ça serait renforcer le genou, c'est aussi renforcer ce qu'il y a autour. Donc on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. C'est un genou, ça passe aussi par le mollet. Un genou, ça passe aussi par les fessiers. Pour ce que tu as montré tout à l'heure, Boris, pour pouvoir se propulser en avant, il ne faut pas qu'un genou. Il faut aussi tout ce qu'il y a au-dessus, en dessous. C'était le but de nos différentes présentations aussi, c'est de montrer que tout fonctionne ensemble. J'ai fait assez long, je pense. Merci. Un autre commentaire sur cette question pour les genoux? Si on faisait semblant de ne pas bien comprendre la question, c'est-à-dire dire non, un genou, ça ne se renforce pas, c'est une articulation. Si on faisait semblant de rebondir là-dessus, et Blaise serait d'accord, on en parlait à la pause avec certains participants, courir à des doses modérées, et si vous vous auto-censurez si vous avez mal, c'est-à-dire que vous vous auto-régulez la dose de course,
va renforcer votre cartilage. Et ça, c'est la science qui le dit depuis déjà plusieurs années. Donc, si on prenait vraiment la question au pied de la lettre, oui, on peut renforcer son cartilage du genou. Il faut avoir une activité modérée et c'est vous-même qui la régulez en fonction de vos sensations douloureuses. Ok, mais du coup, Anonymous nous dit un patient souhaite reprendre la course à pied après une PTG ou une PTH, donc prothèse totale de genou ou prothèse totale de hanche. Il n'y a plus de cartilage. Hein, tu disais renforcer, ça va renforcer le cartilage. Blaise nous a dit que. Voilà. Ah oui, c'est ce que. Voilà, prothèse totale de genou, donc ça veut dire un remplacement de l'articulation par un matériel étranger. Ouais, pardon. Quel avis on peut donner du coup Vas-y. Nous, à l'hôpital de la Tour, le chirurgien qui opère les hanches, je ne parlais que des hanches, parce que je ne sais pas trop ce que c'est le genou, donc on fonctionne par spécialité. Je suis plutôt orienté sur la hanche que sur le genou. Et je laisserai Nico parler du genou. Sur la hanche, en tout cas, la position des chirurgiens, elle n'est pas très claire. On a eu un débat il n'y a pas très longtemps sur Chambéry, sur une conférence, où il y avait deux chirurgiens, deux positionnements différents. Un qui interdisait à ses patients de courir avec une prothèse de hanche par peur du décèlement. Et l'autre qui disait non, pas de souci, moi j'ai jamais connu ça, donc ils y vont quand ils veulent, directement, quand ils ont envie, il n'y a pas de souci. Nous, chez nous, la situation, elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire que la position de notre chirurgien, c'est de dire qu'il n'y a pas d'interdiction à courir avec une PTH. En plus, on en a parlé tout à l'heure, il y a des exemples de gens qui ont fait des ultramarathons avec des PTH ou des PTG sans casser la prothèse et sans déceler la prothèse. Parce que quitte à faire... ceux qui font des ultra-trails avec des prothèses, c'est qu'ils sont aussi beaucoup entraînés avant. Hein. Il n'y a pas que la charge de l'ultra. Hein. La charge, elle est surtout avant, pendant l'entraînement. Donc, ils sont beaucoup exposés à la course à pied sans problème. Donc, nous, notre chirurgien, il n'est pas contre la course à pied. Par contre, il dit que, visiblement, ça aurait tendance à diminuer la vie de la prothèse, la durée de vie de la prothèse. Et dans ces cas-là, c'est un choix très personnel du patient. Après, je pense que dans cette idée-là, encore une fois, nous, on est physio, donc on n'est pas chir, mais... On n'a pas les armes pour répondre exactement à cette question sur la prothèse. Par contre, on a les armes pour savoir quel type de course on peut préconiser au patient et dans quel mode on peut l'accompagner pour que sa technique soit la moins délétère possible pour sa prothèse et son environnement. Et ça va passer par les trois piliers principaux de la course à pied et de la prise en charge. La première, c'est la gestion de l'entraînement. Il va falloir être progressif, il va falloir monter progressivement en charge. Après, il va falloir être suffisamment fort pour encaisser la charge d'entraînement et ce qui est dû à la course à pied. Donc, il va falloir renforcer nos patients. Parce qu'après une PTG ou une PTH, on perd de la force dans les muscles autour de l'articulation opérée. Et puis, troisièmement, il va falloir adapter peut-être la technique en fonction de la technique préférentielle du patient. Peut-être qu'il faudra amener quelques changements pour organiser la technique pour qu'elle soit la moins délétère possible pour l'environnement de la prothèse. Voilà. Aujourd'hui, vas-y. Vas-y. Aujourd'hui, j'ai vu un patient de 49 ans, prothèse de hanche, il y a 3 mois, et puis qui, tout va bien, super content, etc. Mais il a couru de temps en temps, puis il dit « Ah, ça fait un petit peu mal », donc il a peur, donc il ne va pas courir. Donc, et il n'a pas assez de force du côté où il essaye de faire des appuis, c'est un petit peu plus difficile, tandis que de l'autre côté, il les fait bien. Est-ce que je dois lui conseiller de justement utiliser la course comme outil thérapeutique ? Ou bien est-ce que je dois lui dire non, surtout la course, c'est pas pour vous, ça fait mal, il ne faut pas le faire maintenant, en tout cas pendant les 3 prochains mois, puis on verra peut-être après. Ce qu'on craint, c'est, je rembobine un petit peu en arrière et je vous parle des orthopédistes du Québec qui sont probablement comme vos orthopédistes. Alors, c'est qui les orthopédistes dans la salle? Ah, tu peux y aller, il n'y en a pas, je crois. Ouais. Bon. En fait, chez nous, ils permettent 3 sports après les prothèses totales. Le tennis, le ski alpin et le golf. Les 3 sports qu'ils connaissent, c'est les sports de riches au Québec. Donc, en fait, c'est les 3 sports qu'ils connaissent et ils permettent de faire ça. Et moi, quand quelqu'un dit « tu peux jouer au tennis, mais tu n'as pas le droit de courir », je me dis « non, mais c'est quoi le problème ?» C'est beaucoup plus stressant de jouer au tennis que de faire de la course à pied. Et il y a vraiment un préjugé négatif des orthopédistes envers la course à pied parce qu'ils ne connaissent pas la course à pied pour la majorité d'entre eux. Je rajouterais quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose au Québec. Quantification du stress mécanique, bonne force musculaire et je rajouterais à ça des comportements de modération d'impact ultra efficaces parce qu'on sait que si tu veux un peu protéger ta hanche sur du long terme, il ne faut pas que tu cours trop lourd. Et ça veut dire que quand on parle de quantification du stress mécanique, je permets aux coureurs avec prothèse totale de hanche de courir, mais je vais être plus prudent que d'autres pathologies sur les symptômes. Je suis à 3 mois, il y a de la douleur,
ben, peut-être qu'on va essayer de contrôler un petit peu les symptômes, de faire du renforcement, faire du gainage autour et ainsi de suite. Et après ça, de reprendre très graduellement avec des comportements de modération d'impact ultra efficaces, c'est-à-dire une technique de course très protectrice. Des petits pas, pas de bruit quand tu cours, des chaussures minimalistes, bingo. La recette Exact. à Blaise. D'accord. Excellent. Bah tiens, allons sur l'utilisation des tapis de course de type antigravité. A-t-il pour vous une utilité dans la rééducation et le retour du stress mécanique? Alors, conflit d'intérêts, nous utilisons à la Tour ces outils-là. Est-ce qu'on veut en dire quelque chose? On a un peu d'expérience avec. C'est toi. Nico? Pour moi, alors. Tu le fais avec tes patients? Oui. Ouais. On a des patients avec lesquels on utilise le tapis haltérgé. Expliquons éventuellement ce que c'est. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il s'agit c'est un tapis de course, tout simplement, sauf qu'il y a une bulle tout autour. On met un short avec une fermeture éclair. On se met dans un trou qui est au-dessus, qui permet de fermer hermétiquement cette fermeture. Puis il y a une soufflerie qui va évaluer votre poids. Et puis, avec l'ordinateur qui est devant, on va décider à combien on va vous faire courir. Donc, la machine va s'occuper de vous décharger. Je vais décider que demain, pour une raison ou une autre, mon patient va faire de la marche ou de la course. C'est pareil. Ouais. À 50% de son poids de corps. Eh ben, la soufflerie va vraiment soulever le patient et va permettre d'avoir un poids dans l'articulation, dans l'os qu'on veut, qui sera bien moindre. Et donc, c'est justement une grande utilité dans la rééducation parce que ça nous permet de faire une reprise bien anticipée, donc d'entretenir des schémas de course, des schémas de marche, de récupérer, de diminuer le stress mécanique, donc d'avoir toute cette activité neuromusculaire qui est tout à fait intéressante. Après, on peut aussi aller chercher de la survitesse pour mais ça sera plus tard. Mais au tout début, la gestion du stress mécanique, la progression, la graduation. Tu l'utilises avec quelle pathologie? Alors moi, je fais essentiellement du genou et notamment des ligaments croisés antérieurs. OK. Donc, si je devais faire courir quelqu'un à 6 semaines, ce sera plutôt dans l'haltérgé que dehors. Ah, OK. Pourquoi pas? Tu vois des prothèses totales de Ouais, genoux? je vois des Tu les prothèses mets dedans totales, des fois? mais, non, alors pour revenir sur la question précédente, j'ai pas en mémoire quelqu'un qui m'a demandé de faire de la course à pied. Alors, j'ai jamais essayé d'utiliser la course à pied comme outil de rééducation pour des PTG. J'ai jamais quelqu'un qui m'a demandé de faire ça. On a d'autres demandes, du ski justement. Tennis, oui, aussi. Le golf, t'as oublié le golf. On est en Suisse. Voilà, du golf aussi, ouais, non, c'est vrai. Du Paris-Dakar récemment. Mais de la course. Ça, c'est un 4e sport de. La course à pied, non, j'ai personne qui m'a demandé. Moi, si on revient sur la question précédente, que ce soit PTG comme d'autres cas, c'est pour revenir sur la gestion de la charge. Moi, j'explique à mes patients que faut considérer ça comme une voiture. Le genou, et notamment les muscles du genou, c'est leurs amortisseurs. Donc, s'ils veulent garantir la carrosserie, ils ont intérêt à avoir de bons amortisseurs. Donc, tout ça, ça passe par de la gestion de la force, amélioration de la force. C'est un leitmotiv chez nous. Toujours difficile de jouer avec les métaphores. Hein. Je ne suis pas bien sorti. Mais effectivement, non, mais disons, on va. Moi, j'ai compris. Hein. Ouais. Le genou est une partie d'une voiture. Donc, c'est un amortisseur. il y a des rotules dans les voitures. Ouais, non, c'est un amortisseur. Merci. Comment soigner rapidement le début d'une fasciite plantaire? François Fourchet, que peux-tu nous dire de cette fascie, gros mot, plantaire? Donc, fasciopathie plantaire, c'est la douleur qui atteint le gros tendon plat qu'on a sous le pied. C'est le continuum du tendon d'Achille et du mollet, mécaniquement. Rapidement, le début, alors ça voudrait dire qu'on a quelqu'un qui vient consulter tout de suite, ce qui est déjà un scénario assez rare dans cette pathologie-là, on les a plutôt chroniques. À une certaine époque, on aurait mis une semelle ou une talonnette tout de suite. On va plutôt avoir tendance à essayer de regarder dans les patterns de course
et dans la gestion de la charge, c'est-à-dire combien de kilomètres, le stress mécanique, si on peut ne pas arrêter la course, diminuer simplement l'intensité beaucoup, diminuer le volume un peu. Nous, on va systématiquement travailler sur le renforcement des muscles du pied, intrinsèque, extrinsèque, parce que c'est la notion de poutre composite. On est quand même relativement certain que pour utiliser une image, je vais faire gaffe avec les métaphores, mais si le fascia plantaire prend autant de charge, c'est certainement que les muscles autour n'en prennent pas assez. Donc on va renforcer ces muscles du pied. Et puis, ça fait partie des pathologies où on va de temps en temps s'amuser à regarder la chaussure. Nous, on dit souvent à la tour avec Guillaume qu'on n'en a rien à faire de la chaussure parce qu'on s'intéresse à la personne, aux coureurs, et qu'on ne s'occupe pas de leurs chaussures. Et bien là, on sait que l'effet de capitonner une semelle, l'effet, etc., il est intéressant sur les pathologies du pied. Donc on peut avoir de temps en temps recours à une petite variation de la chaussure ou à laisser à quelqu'un une chaussure d'une certaine épaisseur. Voilà, En gros, ne pas faire trop long. Choisissez la plus grosse chaussure de votre garde-robe. Plus grosse dans le sens de amorti, support d'arche, rigidité à la flexion, qui sont les 3 critères, en fin de compte, qui vont protéger le fascia plantaire. Sur du court terme. Sur du court terme. Ouais. Du court terme, c'est quoi? C'est combien de temps alors? Le temps que ça fasse plus mal. Blaise, est-ce que les manchons pour les mollets sont utiles pour limiter les blessures? Scientifiquement, on ne sait pas. Cliniquement, j'y crois pas. Et pourtant, quand D'autres je cours, réponses? Je ne sais pas. je cours avec des manchons au mollet quand je cours. Sérieux? Ouais. Moi aussi. Ils sont roses, c'est fashion, Non, ouais. T'aimes ça? Mais je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. Il y a Nadal, il fait des trucs bizarres avant de servir. Ouais. Moi, j'aime bien mettre les manchons avant d'aller courir. C'est un sujet qui est intéressant. Je vais essayer de désamorcer ce conflit naissant. On est tous un petit peu intéressés par la science, les évidences scientifiques. On essaie d'être pas trop barbant aujourd'hui, mais je ne crois pas du tout aux manchons. Il n'y a pas d'évidence, ça ne m'intéresse pas. Quand quelqu'un vient et qu'il a des manchons, du moment qu'il applique les exercices que je lui donne, qu'il écoute les recommandations que je lui fais, si en plus il a la bonne idée d'aller mieux avec mon traitement, je me moque, on est bien d'accord, du fait qu'il porte des manchons. Même réponse pour le pistolet qui percute, même réponse pour le foam roller, même réponse pour je ne sais pas quoi, je commence à lasser mon côté droit et ensuite mon côté gauche. Bref, on plaisante un petit peu, ça fait partie des choses qui, si cliniquement elles font du bien et qu'elles ne nous embêtent pas, je crois qu'il ne faut pas aller non plus forcément contre. Mais voilà. Je suis un peu suisse maintenant, hein, t'as vu? C'est-à-dire dans le consensus, au milieu, dans le brun, dans le gris, dans le... T'as vu? Ouais. Moi, j'aime le noir et le blanc. Ouais. Eh bien, allons dans quelque chose qui est totalement noir ou blanc. Est-ce que chaque douleur devrait nous demander d'arrêter la course ou de faire une pause? Guillaume. Alors, on répond tout en même temps. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, non! Il y a eu un oui, là? Ou J'ai pas répondu. Ok. Il n'y a que du noir. Non. Alors, pourquoi, Blaise? Au-delà de ça, pourquoi Vas-y, est-ce que tu Guillaume, penses que chaque douleur ne devrait non, mais pas nous faire... Après, c'est très général comme question, donc forcément, on ne peut pas y répondre ou difficilement avec une réponse générale. Mais il y a quand même une chose qu'on lit de temps en temps quand même, c'est que la méthode la plus efficace pour diminuer une contrainte, c'est de diminuer la charge. Donc la première chose à faire, si vraiment on veut arrêter d'avoir mal en courant, c'est d'arrêter de courir. Alors, ce n'est pas une réponse, hein, mais malgré tout, si vous avez mal de façon aiguë suite à une course à pied, si vous arrêtez de courir les jours qui suivent, vous avez potentiellement moins mal puisque vous la stimulez moins. Maintenant, ce n'est pas une réponse satisfaisante et ce n'est sûrement pas une réponse ni à moyen terme ni à long terme parce qu'on sait très bien qu'un arrêt sur une problématique musculo-squelettique qui serait liée au sport, elle ne se gérera jamais par le repos et que le repos, c'est sûrement le pire des ennemis. Voilà. Alors, bien sûr, je vous rejoins. Sur du Bien long sûr que terme. non, il ne faut pas s'arrêter de courir. Mais dans un premier temps, on sait quand même que c'est une variable d'adaptation qu'on peut utiliser au début, sur l'aigu. Le signal douloureux reste quand même le signal de nos quelques millions d'années d'évolution pour nous dire de ne pas faire une gestuelle douloureuse. C'est fait pour ça. Sinon, ça ferait pas mal. Je voulais t'amener ailleurs, Boris. Et on part dans les X-Files.
Ouais, je vais vous amener ailleurs. Je crois que ça va être bien. Allons-y. Ici, est-ce que là où les localisations des pathologies rencontrées chez le coureur dépendent-elles de sa manière de courir? Autrement dit, est-ce que la façon de courir provoque certains types de pathologies, comme ci ou comme ça? Là, je pense qu'on pourrait avoir un petit peu de controverse. Moi, je ne crois pas. Non, non, c'est vrai. Je suis obligé de dire un petit peu quand même pour certaines, oui, mais pas trop. C'est blanc ou Si, noir? Je suis suisse. Ça, c'est noir ou c'est blanc, ça? Non, mais on a... En fait, tout dépend des habitudes qu'on a et des changements récents qu'on a eus. J'arrive à prédire où tu vas te blesser si je sais, non pas comment tu cours, mais comment tu cours aujourd'hui versus comment tu courais avant. C'est très facile de dire, tu décides de courir sur l'avant-pied, ben, d'augmenter ton risque de te blesser au tendon d'Achille, au mollet, au fascia plantaire ou d'avoir une fracture de stress au niveau du pied si tu étais un attaqueur talon avant. Mais si tu attaques sur l'avant-pied de toujours, tu es pleinement adapté à cette à cette technique de course particulière. Et actuellement, on n'arrive pas à faire de lien très précis entre une particularité biomécanique et les pathologies de l'appareil locomoteur. C'est-à-dire, tu peux être un attaqueur talon en faisant du bruit et on n'arrive même pas à prédire que tu vas avoir plus mal au genou, ni que tu vas avoir plus d'arthrose au genou. De la même manière qu'il n'y a pas plus de tendinopathie d'Achille chez les attaqueurs avant-pied. Donc, tout est une question de j'ai changé de biomécanique, je ne suis pas adapté de mettre un stress tissulaire sur un tissu en particulier, et à partir de ce moment-là, j'arrive à prédire où tu vas te blesser. Et c'est la même chose pour la chaussure. Ce n'est pas tant la chaussure que quel changement tu viens de vivre. Merci Blaise. Est-ce réaliste de se préparer à un marathon dans l'année lors d'une reprise de course à pied suite à une fracture de fatigue du tibia? Précision. Où sur le tibia? Moi, je n'ai pas besoin de la précision. OK, oui, non, tu as raison. Tu as raison. La réponse n'a pas besoin de précision, mais voilà, OK. Alors moi, je répondrais non. Ce n'est pas réaliste de se préparer à un marathon si dans l'année qui précède, on a fait une fracture de fatigue sur un os comme le tibia. Ben, moi, je répondrais oui. Que c'est réaliste de le faire? Ben, attends, recommence. Tu as 1 an, là? Dans l'année. Dans l'année, donc tu as du temps. Une fracture de stress de la crête tibiale postéromédiale, après 4-6 semaines, c'est bon. Une fracture de stress de la crête antérieure, qui est une fracture à haut risque, peut-être t'expose un peu plus à être prudent. Après, si tu as eu un bagage de marathonien, tu te fais une fracture de stress, 1 mois plus tard, tu recommences à courir, 3 mois plus tard, tu fais un marathon. Ouais, alors, je vais peut-être moduler un petit peu ça en disant que la plupart des personnes que je vois avec ce type de fracture ne sont pas des coureurs élites. OK, Et raison. que si une telle fracture survient, c'est qu'on a quand même besoin d'apprendre 2-3 trucs et puis d'essayer d'aligner 2-3 choses correctement. Et que d'aborder une préparation marathon, qui souvent est peut-être un marathon, à moins que ce soit des gens qui ont déjà fait 20 marathons, etc. C'est rare quand même. Je serais un peu plus prudent. Mais au fil du temps, au fil des années, je suis de plus en plus prudent avec ce genre de choses. Avant, j'aurais dit, ouais, c'est bon. De toute façon, en 3 mois, on rétablit le truc, on remet l'entraînement. 3 mois plus tard, on est à bloc, et puis on fait 3 mois de prépa, puis marathon. Bing. Plus maintenant? Tu vieillis. Ouais. Peut-être, oui. De marathon. Ah oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Ouais. Et précision, crête antérieure ou à l'intérieur de la jambe? Ouais. À l'intérieur. Des fractures à bonne évolution, on quantifie le stress, aucun stress, vas-y, tu peux y aller. Ouais. On prévoit pour le prochain. Dans 10 ans, on refait. Parce qu'on a fait un débat il y a 10 ans. On refait Ouais. dans 10 ans. Tu veux en reposer une ou je peux? Tu peux. Ah, je peux. Allez. Juste, on a eu des discussions intéressantes cet après-midi où Blaise nous a refait une différenciation intéressante entre les objectifs d'un patient et les attentes d'un patient. Le marathon dans l'année, c'est un objectif. Une attente, ça pourrait être simplement d'avoir le plaisir de recourir avec un dossard dans l'année.
Donc, encore une fois, alors, je suis toujours entre vous deux, mais quand même, j'aurais peut-être essayé de dire vous avez raison, il faut absolument remettre un dossard, je suis totalement d'accord avec vous. Pourquoi pas faire un 10 km dans 4 mois? Voilà. Merci François pour ton soutien. Sur ce, on Bon, y vient. et nous avançons et l'heure est tardive et j'ai aucune idée à quelle heure on est censé finir. Mais merci pour toutes ces infos sur les types de chaussures. C'est génial. C'est génial. Mais pour résumer, que faut-il prendre? Si vous débutez la course à pied, vous commencez avec une chaussure qui a un indice minimaliste de minimum 50%, idéalement 70% si vous voulez que ça induise chez vous des biomécaniques plus protectrices. Si vous êtes un débutant, il n'y a aucune raison de suivre le marché qui vous propose que des grosses godasses qui vont altérer votre patron de course pour votre vie. Si vous êtes habitué à une chaussure traditionnelle, comme la majorité des gens ici, que vous n'êtes pas blessé, que vous ne voulez pas améliorer vos performances, ne changez pas vos habitudes. Si vous changez l'habitude, vous courez le risque de vous blesser. Oui, tu peux le dire. J'ai aucune idée. Je dirais après quand même, c'est pas en réaction. Donc, ça synthétise. Après, nous, comme thérapeutes, on va faire des choix délibérés en fonction des pathologies, du profil du patient, etc. Et là, on a toute une liste. On a même à la clinique du coureur des organigrammes de prescription de chaussures en fonction de plein de caractéristiques. J'ai une blessure aiguë, chronique, je veux performer, je ne veux pas performer, etc. Et là, on propose différentes choses. Mais tu les vends pas. Mais je ne les vends pas. Je n'ai aucun biais commercial relatif à la chaussure. Et certains disent, ouais, on sait bien, tu prescris du minimalisme pour qu'ils se blessent puis que tu les voies en clinique après. Non. Bon. Est-ce qu'on en prend quelques-unes encore ou... Ouais, il y a de la demande encore. 2. Ah. Allez, 2. Alors, restons dans les chaussures un peu. J'ai les pieds plats. Ah là 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 là. Et le vendeur m'a clairement déconseillé des semelles carbone qui allaient détruire mes arches. Oh my God. Qu'en pensez-vous? Ceinturon Blaise. Il faut qu'on ceinture Blaise Dubois. Non, mais si vous ne voulez pas répondre, moi je peux répondre, ça va être vite. Hein? Ah oui, c'est pour ça que je voulais être ceinturé. J'aurais dû dire bâillonné. Alors, les pieds plats n'ont aucun lien avec les pathologies. Le pied plat est comme un gros nez, c'est une particularité anatomique. Non, mais c'est vrai. C'est une particularité anatomique qui n'a mais rien à voir avec les pathologies, la biomécanique, absolument rien. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire le lien avec les plaques de carbone, mais non, ça ne change absolument rien. Autre question. Il va falloir arrêter, Boris. Il va falloir arrêter. Ouais. La dernière. La dernière, allez. La dernière, non, mais celle-là. On va enfoncer. Est-ce que Blaise a entraîné Mathieu Blanchard? Je l'aime celle-là. Je peux y répondre si vous voulez. Hein? répondre à celle-là. Qui est Mathieu Blanchard? Vous connaissez Mathieu Blanchard? Oui. Probablement un des meilleurs ultra-trailers au monde actuellement. Il se prépare pour la Western. C'est un collaborateur de la Clinique du coureur. Il travaille à la Clinique du coureur depuis plusieurs années maintenant sur le développement des marchés internationaux. Il a fait toutes nos formations, donc il connaît toutes les théories, tous les trucs. C'est avec lui que je travaille pour ouvrir des cours un peu partout dans le monde. Et comme la Clinique du coureur n'a pas le droit d'avoir de biais commercial, il n'a pas le droit de recevoir de salaire de Salomon, même en faisant partie de l'équipe. Et là, l'année passée, il fait 2e à l'UTMB. Et là, c'est un peu le bordel, parce que là, il lui propose des gros chèques. Et là, avec Mathieu, on a convenu qu'il sortait de la Clinique du coureur, qu'il allait rester un ambassadeur, qu'il allait rester, on est en super terme, mais là, il va s'occuper de sa vie d'athlète et c'est une primeur, il ne faut pas le dire à personne parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Ça date de quelques jours, je suis très sérieux. Et Mathieu, en fin de compte, voilà. Donc, à la question, est-ce que je l'entraîne? Pas du tout. Je l'ai conseillé avec la Clinique du coureur sur plein de choses, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des énormes godasses quand il a fait son marathon de Paris. Merci pour ces précisions. Merci à vous pour toutes vos questions. C'est sûr qu'on pourrait faire ça pendant des heures encore, ça c'est clair, mais je vais laisser la parole à François Fourchet pour conclure et merci à nos orateurs et à François pour l'organisation. Avec un double micro du coup. Non, merci beaucoup. Humour, ça c'est sympa. Ça c'est grâce à Blaise.
Nous, on s'est peut-être occupé un peu de quoi? De inspirer, de rythme, de je sais pas quoi, de très intéressant peut-être. Let's try, je rentre en cours. Non, merci Blaise, merci Latour pour l'orga, merci à vous d'être venus. Pour tout vous dire, on aurait pu quasiment faire une salle 2 fois plus grande. Donc on le refera peut-être, Blaise. Tu n'es peut-être pas au bout de tes peines ici en Suisse. Pourquoi pas? Je tiens vraiment à remercier Blaise qui nous a fait le plaisir d'accepter cette invitation et je sais qu'il est très sollicité. On espère que ça s'est bien passé pour toi et que c'était intéressant aussi. C'était très cool, guys. Voilà. Et je crois qu'on peut s'applaudir, Merci, vous, Margot. nous et lui, une dernière fois. Merci. Attendez. Tu prends une photo rapide pour ma blonde? Chérie, je t'aime! Oui, vous pouvez ressortir et reboire un petit coup si vous voulez. Voilà.